La RDC n'appartient pas à ses habitants, elle n'a jamais été indépendante et les forces qui avaient participé à sa partition en 1800 avec la conférence de Berlin n'ont jamais quitté. Ça, ce sont les déclarations d'un historien. Depuis quelque temps, la crise devient de plus en plus sanglante. On assiste très clairement à un combat de David contre Goliath. Je veux parler du Rwanda face à la RDC. Alors, comment expliquez-vous, je ne sais pas, la faiblesse affligeante de la RDC, tout grande, face au petit Rwanda? Oui, revenons un peu d'abord sur la RDC, sur le plan colonial, hein, au niveau de la colonisation. Mais elle était une propriété privée de Léopold II. Du roi des Belges. Du roi des Belges. Donc déjà... Qui a d'ailleurs appelé les autres dans une sorte d'association, tous les autres pays d'Occident. Voilà, donc c'est ce que vous disiez là. Parce que les fondements de la colonisation étaient des fondements où c'était un lieu privé de rois qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc bien sûr, les traces vont rester. Et la partition qui va se faire, donc après les autres, chacun prend son petit morceau, etc. Et dans un pays extrêmement riche. Ouais. Voilà. Et je crois qu'ils n'ont pas bâti ce pays au plan politique, au plan... Oui, les leaders qui se sont succédés. Voilà, voilà. À part Lumumba, parce que dans un désert de trucs, il y a toujours un oasis. Voilà. Absolument. Lumumba était la conscience quand même. Malheureusement. Voilà, malheureusement, bien sûr. Il était entouré d'ogres qui étaient déjà là. Donc, effectivement, donc ça c'est un des fondements. Effectivement, vous avez raison de ce problème d'inanité de la RDC. Mais la RDC, n'oubliez pas, a été le grand frère de la région. Tous les conflits étaient réglés par Mobutu. C'est la RDC qui a joué ce rôle. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rwanda est une colonie belge. Ouais. Puisque c'est les Belges qui étaient là-bas. Donc, quand le conseil de tutelle a voulu confier comment on appelle, la colonie allemande, dans les deux guerres, elle l'a confiée à la Belgique qui était comment on appelle, au Congo, qui était la puissance tutélaire du Congo. Donc on lui a confié, parce que c'est toujours la puissance la plus proche à qui on confie un pays sous tutelle. L'Afrique du Sud avait la tutelle de la Namibie, etc. Donc c'est un peu ça. Donc cette politique-là qu'ils ont. Donc c'est pour dire que le Zaïre a été quand même le centre comment on appelle, le centre de gravité de l'Afrique centrale pendant longtemps. Voilà. Mais tout ce qui s'est passé, les guerres, surtout en 62, je crois, avec la mort de Lumumba, l'arrivée de la dictature avec Mobutu, le truc, etc. Le pays démembré, parce que quand même Mobutu, c'est pas celui qui était là pour donner à son pays des fondements. Il était là pour quand même pour les intérêts, les intérêts belges, les intérêts américains. Voilà, donc c'est ça. Donc ils se sont partagés le pays pendant que lui, il était vraiment... Ça s'est vu hein, partout, hein, c'est pas seulement chez eux. Hein. Chez nous, on a vu aussi certaines choses, c'est pas seulement... Mais là-bas, c'est un pays riche. Nous, on n'est pas un pays riche. Là-bas, c'est un pays extrêmement riche. Et connu de ces grandes puissances-là depuis des années. Ah oui, bien sûr. Il semble même que le célèbre Albert Einstein, qui était conseiller de, je ne sais pas, c'est Roosevelt, avait dit que c'est le centre de gravité des richesses pour développer le monde occidental. Et donc, il prédisait en quelque sorte ce qui arrive là, de ne jamais lâcher. Jamais lâcher ce pays. Effectivement, vous avez raison, je ne connaissais pas ça. C'est une lettre. Oui, parce que c'est de cette lettre d'ailleurs qu'est née la bombe atomique, je pense. Parce qu'il a envoyé une lettre à Roosevelt pour lui dire que l'Allemagne était proche de mettre en place la bombe atomique. Je connais cette lettre, mais je n'avais pas vu les éléments sur le Congo. Effectivement, il a peut-être raison, n'est-ce pas? Parce que lui aussi, son pays était le colonisateur du Rwanda qui était à côté, n'est-ce pas? Le pays à côté. Donc, voilà, le Zaïre, je veux dire le Zaïre ou le Congo, plusieurs fois de nom, était un peu le grand frère de la région. Alors, il y a eu un renversement de puissance, en fait. Un renversement d'influence. Le Zaïre a perdu son influence, le Rwanda est monté en puissance, en influence. Mais regardez les organisations des deux pays. Parce que ce n'est pas seulement la grandeur, la taille du pays. C'est l'organisation. Voilà. Peut-être la stratégie. La stratégie, le truc, etc. Quand vous êtes dans un pays immense, mais mal organisé, vous avez des problèmes. Parce que c'est un pays où il n'y a que des problèmes.
Maintenant, si vous êtes dans un petit pays comme le Rwanda, bien organisé, bien structuré, c'est un facteur de puissance finalement. C'est un facteur de puissance. Alors que là-bas, c'est une force. Comme dit dans l'armée, la différence entre puissance et force. La force, c'est un amas de capacités, alors que la puissance, c'est la capacité ajoutée à la stratégie, tout ça, etc. L'Égypte, le Jordanie, la Syrie, etc., qui ne sont pas mauvais sur le plan de l'armement aussi, qui sont extrêmement bien armés. Mais Israël résiste à ces pays et même gagne toutes les guerres. Mais c'est dans la stratégie, dans l'organisation militaire, aussi dans le nationalisme qu'il y a dans ces pays, qui est le fondement de toute résistance. N'est-ce pas? Si vous avez des armes, votre pays est un pays divisé, je ne crois pas que vous soyez capable de faire une projection de force. Oui, justement, vous parlez d'Israël. En vérité, je pense qu'il faut tenir compte d'un aspect, c'est que ce soit Israël ou le Rwanda, c'est que l'Occident joue un très grand rôle en termes d'appui sur le plan militaire. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui comparent le Rwanda dans la région à Israël. On dit que le Rwanda est en train de mener une guerre impérialiste, une guerre par procuration au profit des puissances occidentales. Il y a les États-Unis sont visibles, la France, les autres pays d'Europe, mais il y a des pays scandinaves, le Canada qu'on ne voit pas. Je ne suis pas un peu au courant de ça. Ce que moi je peux vous dire, c'est que nous, au moment où ces événements, ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo se faisait, on était à Kigali. Ouais. Voilà. Et moi, je date ça quand même de 94, 7 avril 94, 6 avril 94. Pendant le génocide. Voilà. Et le président Habyarimana est tué, mais aussi le président du Burundi. C'est pourquoi ces événements font ces deux pays, Rwanda et Burundi. Donc, et l'offensive du FPR est déclenchée, je crois, vers le 11 avril, avec ce qui s'est passé, avec les génocides dans les villes, n'est-ce pas? Et Kagame décide de lancer ses tours sur Kigali. Il arrive, nous on était déjà là, au lieu de rentrer dans la ville, il encercle la ville, et il refuse d'entrer dans la ville, et il continue son offensive vers le sud. Et vers le sud, voilà, vers Boutari, notamment vers le Burundi, en passant le fleuve Akanyaou, n'est-ce pas? Il va sur l'est, n'est-ce pas? Il contourne Kigali vers l'est, n'est-ce pas? C'est-à-dire le côté Tanzanie, et il lance ses forces là-bas vers Tchangougou, la région de Gisenyi, qui jouxte un peu le nord Kivu, n'est-ce pas? Alors, les Français décident d'intervenir. Alors, je me rappelle, j'avais en charge la communication. Ouais. Et j'étais le premier à rendre compte à l'état-major de la décision française d'intervenir. C'est après une entrevue entre Baladour et le président, comment ça s'appelle, le président Mitterrand. Mitterrand n'était pas très chaud. Là. Alors, Baladour, à sa sortie, il a dit la France va intervenir au Rwanda. Parce qu'en ce moment, c'est le Rwanda qui était dans toutes les trucs, etc. Les génocides, les gens, tout. La France va intervenir au Rwanda. Alors, je suis venu le lendemain au briefing d'état-major. Il dit voilà, mon général, la France se prépare à intervenir au Rwanda. Alors, il me dit je vous confie ce dossier. C'est-à-dire de suivre, sur le plan de la communication, l'évolution de cette... Parce que c'est une décision vraiment politique. On n'a pas encore des éléments. Donc il me dit de suivre cet événement-là. Donc moi je me suis mis à suivre l'évolution de cette décision française. Pour Dallaire, le général Dallaire, qui commandait les forces africaines, parce que c'est un grand communicateur, il m'a donné les objectifs. Pourquoi il voulait suivre cette affaire? Parce que l'opération que les Français vont mettre en place, qu'on appelle l'opération turquoise, va concurrencer directement l'opération que nous étions en train de faire, qu'on appelait la MINUAR 2. On avait la MINUAR 2 en place. Au nom de l'ONU. Au nom de l'ONU. Pour pacifier la zone, etc. Donc nous, ce que lui recherchait, c'était de savoir quelle est l'évolution de cette force-là et quel soutien ces forces avaient vis-à-vis des Nations Unies et des pays africains. Alors moi, c'était ça mon rôle, de voir ça au jour le jour, ce qui s'est passé. Comment les pays accueillaient la décision de la France, parce qu'elle a lancé une bulle, parce que c'est une bulle bien sûr, qu'elle a lancée, pour voir comment est-ce que cette intervention va être vue, bien sûr. Bien sûr, elle n'aura pas d'opposition, parce qu'en ce moment, il y avait la catastrophe humanitaire. Donc pour elle, elle présentait la force comme une force humanitaire.
n'est-ce pas? Et Dallaire, ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce que le Sénégal soutenait cette force? Est-ce que le Nigeria soutenait des forces? Est-ce que le Ghana soutenait ces forces? Pourquoi? Parce que dans la mineure 2, c'est les 3 pays qui allaient jouer le plus grand rôle dans la mineure 2. On allait mettre en place 2 brigades motorisées. La première brigade motorisée sud et une brigade motorisée nord. La brigade motorisée nord serait au commandement ghanéen, la brigade motorisée serait au commandement sénégalais. Et les capacités étaient déjà mises en place. Et les Sénégalais qui devaient conduire ces chars, parce que c'est des chars, c'est ce qu'on appelle des VTT, des véhicules de transport de troupes, des véhicules de combat, étaient déjà au Kenya. Et on avait l'Afrique du Sud avait déjà 45 M113 américains, sur lesquels les équipages sénégalais devaient aller s'entraîner. Donc on avait vraiment, la mineur 2 était dans une sorte de montée en puissance en ce moment quand la France l'a annoncé. Donc d'ailleurs c'était ça son intérêt. Il me demandait de suivre ça pour voir surtout à la limite, est-ce que le Sénégal continue à appuyer la mineur, qui était la force des Nations Unies, ou le Sénégal va basculer vers la France, n'est-ce pas? Est-ce que le Nigeria va basculer vers la France? Est-ce que le Ghana va basculer vers la France? Parce que si elle bascule vers la France, c'est bien sûr l'affaiblissement de la mineur 2 dont ils étaient eux les principaux. Voilà. Donc, c'est pour ça moi je suivais ce truc. Tous les jours je faisais un rapport sur ça. Alors quand les Français ont commencé à faire le volet diplomatique, c'est-à-dire ils ont fait le tour des pays, ils ont envoyé des gens dans les pays pour avoir le soutien de l'Ouganda, le soutien de la Tanzanie, tout ça, etc. Ces pays ont décliné. Et le Zaïre, maintenant, ça s'appelle le Zaïre en ce moment, avec Mobutu. Alors, on a prévenu le Zaïre de ne pas accepter. Ne pas accepter cette proposition française. Parce que nous, on savait qu'avec la situation et le repli, l'offensive des forces du FPR, il y aura forcément des réfugiés du côté du Kivu. Comme il y a eu des réfugiés du côté de la Tanzanie. On oublie encore qu'il y a eu 1 million de réfugiés en Tanzanie qui ont traversé, comment on appelle, à Benako, c'est une zone où il y a un fleuve qu'on appelle le pont Rusomo, le pont du fleuve Rusomo. 1 million de personnes l'ont traversé pour aller en Tanzanie. Mais les Tanzaniens ont bien géré ça. Mais de l'autre côté, ils ont accueilli la force, mais la force était vue comme, vous avez dit, les Français ne sont pas des stratèges. Une mauvaise communication, la force était vue comme une force qui voulait arrêter l'offensive du FPR. Donc Kagame a vu cette force-là comme les Français voulaient annihiler tout ce qu'il a gagné en conquérant Kigali, en conquérant et en allant vers Tchangougou et vers Gisenyi, n'est-ce pas, pour finir un peu son assaut sur le pays. Pourquoi? Parce que on se rappelle qu'en 1990, il y a eu la même offensive qui est venue de l'Ouganda avec ton homonyme, Fred Rugema. C'était Fred Rugema qui était le patron du FPR, celui qui a lancé la première offensive sur le pays en 1990. Mais cette offensive a été arrêtée aux portes de Kigali. Par qui? Par les Français avec l'opération Noiro et les Belges. Donc, quand le FPR a vu que les Français allaient intervenir, ils ont vu ça comme une immixtion dans le jeu, ou bien pour les faire échouer. C'est ça qui a radicalisé Kagame. Moi, je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train de se dire qu'il s'est radicalisé parce que la France qui avait arrêté l'opération en 90, aujourd'hui revient pour arrêter encore, en 1994, une opération qui allait se terminer. Parce qu'un militaire, ce qu'il n'aime pas, c'est d'être à la fin de son opération et de se faire arrêter. Je vous rappelle 1950, quand le général MacArthur a fait son opération sur le Yunnan, a encerclé les forces de la Corée du Nord et a commencé à les pousser jusqu'au 38e parallèle. Et là, la Chine a intervenu, a coupé l'offensive de MacArthur. Mais ça frustre un militaire. Et MacArthur a demandé l'emploi de la bombe atomique sur la Chine au président Truman. Et c'est ça qu'on a relevé. Mais le militaire n'aime pas qu'au bout de son effort, parce que la guerre n'est jamais terminée, que quand vous faites l'assaut, vous terminez et vous allez au-delà de votre objectif. Mais Kagame n'est pas encore au-delà de son objectif parce qu'il y a encore des réfugiés qui partent. On avait dit de gérer cet art de manière intelligente. Parce que sinon, il va y avoir des réfugiés à ses frontières qui demain vont déstabiliser le Nord Kivu et vont déstabiliser le Zaïre. Oui, justement,
c'est une sorte de pillage aussi organisé. Ça, c'est devenu public. Hein. Le Rwanda aurait signé un accord avec l'Union européenne pour exporter des matières premières dont il ne possède pas sous son sol. Il est même devenu premier exportateur de certaines de ces matières premières comme le coltan, le cobalt. Et face à ça, on dirait que la communauté internationale est inerte. Bon, c'est vrai que ce sont ces puissances qui sont ce qu'on appelle la communauté internationale. Oui, ça dit qu'il y a une chose qu'il faut comprendre avec le Rwanda. La communauté internationale se croit redevable au Rwanda. Et c'est ça le problème. Ah oui. Ah oui, et Kagame, c'est un stratège. Il exploite ça pour que la communauté internationale d'abord l'appuie. Vous voyez ce que vous voyez Kigali. Elle le fait toujours. Hein. Oui, elle a un appui Il extraordinaire. a des matériels de guerre qu'aucun autre pays n'a pas. Oui, et puis le développement du pays, l'organisation du pays. Parce que tout ça, c'est que Kagame a dit à cette communauté internationale qu'elle n'a pas agi pour arrêter le génocide. Et elle doit se racheter. Donc elle est mal placée pour lui demander d'arrêter. Mais bien sûr, elle est mal placée parce qu'elle n'a pas arrêté. Parce que chaque fois, il le rappelle. La France, par exemple, voilà, il a utilisé ça contre la France. Et la France est venue d'ailleurs finalement à Canossa, n'est-ce pas, pour dire, voilà, même si vous voulez la francophonie, moi je vous donne. Donc les États-Unis, Clinton a clairement dit que les États-Unis ont manqué de leur, comment on appelle, ont manqué leur responsabilité en ne décidant pas de génocide et en n'intervenant pas. Donc Kagame a aussi utilisé ça pour que ces pays-là rendent redevables des millions de personnes qui ont été tuées et pour lesquelles ils n'ont jamais agi. Donc s'ils n'ont jamais agi, ce pays, lui, il se défend, un tout petit pays qui se défend et qui vous dit, tous les gens qui sont partis de l'autre côté ont été aidés par les Français pour partir et ils sont revenus. Donc c'est eux qui ont formé les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Mais l'enjeu après, une fois que les Français ont quitté le passé, l'enjeu est devenu un enjeu du contrôle des ressources naturelles du Zaïre. C'est-à-dire le Zaïre, c'est une fée. C'est une fée qu'on regarde et qu'on veut marier. Tout le monde veut marier le Zaïre. Donc, alors il y a eu donc dans cette guerre-là, il y a eu des forces conventionnelles, c'est le Rwanda et l'Ouganda, qui s'étaient liés pour conquérir chacun les zones. Mais vous allez conquérir une zone avec là où il n'y a rien. Parce que si vous faites la guerre, vous tuez des soldats, vous dépensez de l'argent, mais cet argent-là, vous le compensez où? Dans votre budget? Non. Dans les ressources sur lesquelles, du territoire que vous avez conquis. Ah oui, ça c'est pour moi, quand j'étudie l'histoire, c'est logique. On ne fait pas la guerre dans un... Vous vous rappelez d'ailleurs au Tchad, je disais un jour, mais pourquoi les gens se battent au Tchad? Mais il n'y a rien. Le Tchad, c'est rien. Et quand le pétrole est venu, j'ai dit, mais j'ai compris pourquoi ils se battaient. On ne se bat que là où il y a des richesses. Parce que ce sont ces richesses qui vont servir aussi à compenser tout ce qu'on a engagé dans cette guerre. Donc, bien sûr, le Rwanda a exploité la zone, je crois que c'est le sud-ouest, je crois, du Rwanda, donc au niveau du nord, au nord Kivu, où il y avait... Bien sûr, il y a eu ici, entre-temps, le renversement de Mobutu. Parce que n'oubliez pas aussi quelque chose de très important, et ça je vous le rappelle, Mobutu, Kabila et tous les révolutionnaires de l'Afrique centrale étaient comment on appelle, étaient des gens qui ont été organisés par la NRA, la National Revolution Army de Museveni. Museveni était le stratège de la région. Et Museveni, comment il a fait pour conquérir son pays? Il a dit, il sait que dans les pays, c'est des pays de dictature autour de lui. Alors il dit à tous les gens qui sont tenus par la dictature de venir avec lui pour conquérir l'Ouganda, le pouvoir en Ouganda. Et après, je donne à chacun la possibilité de retourner dans son pays. Et la NRA a été formée par le chef d'état-major de la NRA, c'était Fred Ruyema, qui était rwandais. Donc il a formé une force capable de prendre le pouvoir avec les Kabila, tous les mécontents de la région sont venus le rejoindre. Et de cette mosaïque-là, il a conquis le pouvoir à Kampala. Mais comme il a conquis le pouvoir avec une force militaire qui avait beaucoup d'étrangers, ce qui l'arrangeait, c'était que chacun quitte parce que son armée nationale est encore là. Il ne peut pas laisser le commandement des forces à des étrangers. Je rappelle que Kagame était officier de renseignement, il était déjà capitaine dans l'armée ougandaise, avant d'aller aux États-Unis pour le cours d'état-major à Arkansas. Et c'est de là,
qu'il a quitté pour venir remplacer Fred Rugema dans l'offensive de 90 qui a été arrêtée par les Français, et Rugema est mort dans cette offensive-là, et Kagame est venu le remplacer à la tête, bien sûr, du FPR, qu'il a réorganisé. Donc voilà, nous sommes là dans un pays auquel tout le monde doit quelque chose. Oui. Et tout le monde prend quelque chose, un bout du pays. Voilà. Et il semble même qu'il y a des territoires entiers qui sont cédés à des étrangers, des non-africains, de cette puissance-là. Et là, est-ce que Tshisekedi est le leader qu'il faut pour sortir de la situation? On se demande s'il se bouge un peu. Manifestement, il attend du soutien de la part de ceux-là même qu'on accuse d'ensanglanter son pays, le monde occidental. Pourquoi ne fait-il pas comme les États de l'Alliance du Sahel, aller chercher des alliances stratégiques avec d'autres pays comme la Chine, la Turquie, la Russie? Oui, mais je vois déjà que ça se bouscule là-bas, sur le plan des ressources. Parce que l'enjeu dans le Sahel, c'est les ressources naturelles, c'est pas autre chose. Je ne vois pas d'enjeu stratégique sur le Zaïre. L'enjeu géopolitique, c'est le contrôle des ressources naturelles du Zaïre. Une fois que vous les contrôlez, comment vous allez amener encore les Chinois pour venir? C'est parce que les Chinois... Ils sont déjà là aussi. Ouais, non, les Chinois et les Français et les Américains, etc., sont dans une prédation pour laquelle ils peuvent s'asseoir à une table là-bas à Washington, discuter, se partager des ressources, et après venir. Ils sont pas dans la compétition guerrière pour les ressources. Ils sont dans une compétition de concertation pour l'exploitation de ces ressources. Parce que n'oubliez pas que le financement, ce n'est pas les pays qui financent, c'est des grandes entreprises qui financent. C'est ça. Ah, mais donc le pays n'a presque pas de capacité. Non, eux, ils sont là, ils ont investi leur argent. Il leur faut de l'or, de l'uranium, ils ont signé des contrats, mais il faut payer ces contrats. Mais maintenant, tu sais ce qu'il dit? Moi, je vois que... je le vois comme ça, moi, quand je le vois, je regarde son père. Son père qui a été quand même résistant. Oui. Voilà. Un grand opposant. Un grand opposant. Il s'est opposé même dans la mort, parce que je dis, tu sais qu'il dit quand il est mort, je dis, même dans la mort, il était resté opposant. C'est un Ouad, quoi, en fait, qui n'est jamais arrivé au pouvoir. Oui. Bon, est-ce que lui, il a cette étoffe de son père? Bon, parce que quand même, un pays, je disais l'autre jour à quelqu'un, parlant de la guerre comment on appelle? En RDC? Non, avec la Russie, là, de l'Ukraine. En Ukraine, oui. Il disait que la solution qui est en train d'être mise en place, c'est l'amputation de l'Ukraine de ses territoires. Ouais, mais ils sont battus quand même. Ils se sont battus pendant 3 ans contre l'ogre russe. Ils se sont battus quand même. Mais le fait, ce n'est pas seulement de perdre une guerre, mais de s'être battu pour maintenir voilà, l'intégrité de son territoire. Et demain, il y aura peut-être un leader qui viendra pour reconstruire tout cela et pousser les gens à repartir. Donc on y reviendra d'ailleurs quand on parlait de la guerre. C'est ça. Voilà. Donc justement, en RDC, on parle d'environ 70 groupes armés, dont le M23, qui est parrainé par le Kagame, qui à son tour est parrainé par l'Occident. Et là, jusqu'alors, bon, finalement, même l'ONU le dit, mais là, maintenant, très clairement, je pense que son armée régulière s'est impliquée dedans en ce moment. Oui, parce que là-bas, il y a beaucoup d'armées régulières. Hein. Il y a le Burundi, qui a son armée régulière. Il y a le Rwanda. Il y a l'Ouganda. Oui. Mais ce sont des pays qui vous diront, nous, on est menacés par l'afflux de réfugiés de l'autre côté, que l'autre côté n'a pas géré. Je donne un exemple. Je dis, il y a eu des millions de réfugiés autour qui sont partis. Mais de l'autre côté, sur la Tanzanie, il y a eu 1 million qui ont passé le pont de Rusumo pendant la crise. 1 million. Mais on n'a jamais entendu parler de crise de ce côté-là. C'est parce que eux, moi je me suis rendu là-bas, je me suis rendu comment on appelle, au Kenya. Mais ils ont des méthodes de gestion extraordinaires des réfugiés. Oui. Une fois que la guerre est terminée, ils ont pu ramener tous les réfugiés dans leur pays. Mais de l'autre côté, c'était peut-être plus compliqué parce que n'oubliez pas que c'est un territoire où il y a ce qu'on appelle les Banyamulenge. Il y a ces problèmes ethniques-là. Ouais. Et les Banyamulenge, c'est en fait des Tutsis. Les Tutsis du Rwanda. Parce que le mot Banya, c'est toujours quand vous allez vous installer dans un pays.
Voilà, les Banya-Rwanda, les Banya-Moulengue, c'est le mot qui viennent de ce Donc, quand Kayula est arrivé, il a pris ces gens-là comme pour monter son gouvernement. Kabila père. Kabila père. C'est basé sur ces gens-là qui étaient là. Le premier ministre d'ailleurs, James Karabere, était un Tutsi. Après, vous savez, c'est comme avec Museveni. À un moment donné, quand vous vous asseyez, vous êtes bien assis, maintenant vous voulez dire aux gens de quitter. Et quand il a dit aux gens de quitter, les gens, voilà, les gens n'ont pas, il a enlevé Karabere, il a refait son gouvernement, et il demande à l'armée rwandaise, qui était quand même déjà là, qu'il avait invité presque, parce que c'était ses complices aussi, de quitter. Mais ces gens, vous voyez, et puis il y avait brusquement, donc il y a eu quand il a dit quitter, la population aussi a commencé à massacrer les Tutsis. Donc ce massacre de Tutsis devient un élément du conflit. Parce que les Hutus aussi qui étaient là se sont attaqués au Banyamulenge. Donc il y a une sorte de guerre de proxy par les pays qui ne veulent pas que ces réfugiés reviennent dans le pays. Ça, c'est la guerre de proxy que l'Ouganda, le Rwanda a menée. Mais aussi des guerres ethniques qui compliquent la situation au niveau tactique. Parce que c'est impossible de régler un problème où il y a 80 000 groupes, chaque groupe affilié à une ethnie, et qui se battent sur un théâtre. Ça me rappelle un peu en science ce qu'on appelle l'institut de Heisenberg. Vous avez donc multiples gens qui se battent. Heisenberg disait que dans un mouvement brownien, on ne connaît jamais en temps T0 la vitesse et la position d'un électron. Bien sûr, c'est ça qui se passe dans cette... À un moment, vous reconnaissez la position et la vitesse des gens qui se battent sur ce territoire. Et position et vitesse sont importantes. Et ce qui se passe, c'est ce méli-mélo qu'il est difficile de maîtriser. Et que même est-ce que les Rwandais peuvent le maîtriser, mais ils le laissent continuer à leur profit. Voilà.